Bonjour Stéphane Achinou-Khossou. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora. Enfin habitué à votre nom de famille. Évidemment. Que je n'écorcherai plus jamais. Je l'espère bien. Bonjour Moïse. Bonjour Carole, bonjour Stéphane Achinou-Khossou. Merci à vous tous d'être là comme d'habitude. Et ce matin encore, on salue également les téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Merci d'avoir accepté également nos invitations. C'est parti pour la deuxième rubrique de cette émission et c'est le décryptage qui commence avec le président qui sera dans les minutes à suivre avec la presse nationale au palais de la Marina. Alors, Moïse, quel message politique central Patrice Talon a envie de faire passer, puisque d'habitude, c'est la presse internationale qui a toujours été privilégiée aux dépens ou aux grandes dames de celle nationale. Oui, bon, on va peut-être faire observer également que ça va être effectivement, ce n'est pas la première fois, bien évidemment, il y a encore quelques semaines en arrière. C'est pas fréquent, sur 10 ans, bien sûr, on peut compter au bout des doigts. Il y a quelques semaines, le chef de l'État Alors ne défendez pas ce qui n'est pas défendable. Allez-y, aujourd'hui on est heureux quand même que le président soit en face de la presse nationale. Oui, et plusieurs fois, c'est ça je voulais rappeler qu'il y a quelques semaines de cela quand même, le chef de l'État était déjà avec les confrères de la presse locale pour d'abord opiner sur ce qu'on a considéré peut-être comme droit de réponse par rapport aux sorties de son prédécesseur, c'est-à-dire le président du Parti des démocrates, l'ancien président, le docteur Thomas Aboni-Ayi, qui avait fait plusieurs sorties dans la foulée des processus de dépôt de candidature et de participation. Voilà. C'était un entretien. Oui, c'était un entretien. Pas une conférence de presse. C'est tout à fait différent. Je suis en train d'arriver progressivement parce que, comme vous avez abordé le sujet sous cet angle, il faut quand même qu'on clarifie un tout petit peu. Et effectivement, vous avez raison. Hein. Donc, le chef de l'État est quand même apparu plusieurs fois en présence. Vous voulez donner, quelles que soient les connotations, les couleurs que vous avez envie de lui donner, le chef de l'État a quand même montré et prouvé qu'il n'a pas d'hostilité envers la presse locale et que quand le besoin se fait sentir, et vous savez en plus, le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui prend la parole à tout va, il prend généralement la parole quand cela est nécessaire, quand cela est important, et donc ça peut peut-être justifier, voilà, donc ça peut justifier qu'on ne le voit pas souvent et avec les confrères, parce que également les confrères, la presse locale, nous faisons par exemple ici à Eden TV et Diaspora FM, au quotidien nous faisons l'analyse, nous commentons suffisamment les faits du quotidien, les faits de l'actualité. Et donc le chef de l'État, parfois, il se dit peut-être qu'il faut davantage s'adresser à ceux qui ne sont pas au courant de tout ce que nous on dit ici tous les jours. Et donc, qu'est-ce que le chef de l'État va dire avec les confrères, quel message, pourrait être peut-être la teneur, et on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs et on ne va pas également supputer à la place du chef de l'État. On va peut-être supposer que l'actualité est suffisamment riche en contenu pour que le chef de l'État puisse avoir de la matière. D'abord, peut-être il peut peut-être revenir sur la situation qui s'est produite le 7 décembre passé, le putsch manqué. Donc ça peut être un sujet au regard des nouveaux détails, des nouvelles informations qui sont arrivées. Le chef de l'État pourrait être amené à aborder ce sujet-là. Il pourrait être surtout amené à parler également du projet de révision de constitution qu'il a promulgué, parce que qu'il vous souvienne, et c'est là que c'est très important de constater que le chef de l'État, il y a de la suite dans sa façon de faire, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas. Vous imaginez qu'il avait déjà rencontré la presse locale à travers une conférence de presse comme cela pour annoncer en 2024, quand le projet n'avait pas pu prospérer, il avait déjà annoncé qu'il n'entend plus revenir sur ce sujet-là avant la fin de son mandat, que la question de révision de constitution ne l'intéressait plus et que bien évidemment les pouvoirs sont séparés. Les députés n'ont pas à recevoir des injonctions de sa part pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire. Mais
quant à la personne de Patrice Talon, lui, il n'a plus envie de revenir sur ce sujet-là. Et c'était dans un format, dans un registre conférence de presse. Donc je suppose qu'il va revenir sur cette actualité-là dans un format conférence de presse également pour pouvoir répondre à tout ce qu'il y a comme question dans l'air. Nous aussi qui sommes ici, nous brûlons de beaucoup d'interrogations. On a envie que le chef de l'État puisse nous dire pourquoi finalement, lui qui n'était pas favorable à une telle démarche, a finalement concédé, promulgué, parce qu'il avait la possibilité de ne pas promulguer. Jusqu'à hier encore, le député démissionnaire du parti Les Démocrates, l'honorable Basile Akossi, lui suggérait par exemple de ne pas promulguer la nouvelle constitution. Et donc, voyez, dans l'air, on pouvait se dire, bon, peut-être que le chef de l'État n'irait pas jusqu'à ce niveau au regard de tout ce qui a été dit par sa personne, de tout ce qui est dit par une partie de l'opinion. Et donc, il a fini par se décider. Et donc, je pense qu'il se dit qu'il a une obligation de justification, d'explication à la presse et à la population béninoise en général. Donc, je pense que ça va être certainement la plus grande teneur d'une telle rencontre avec la presse ce soir, aujourd'hui. Stéphane, oui, merci Carole. Je pense que Moïse a quand même abordé le sujet dans sa substance. Mais je veux déjà relever que, effectivement, comme vous le soulignez en début, c'est que le chef de l'État, dans sa stratégie de communication, n'a pas souvent, je veux dire, été en face de la presse nationale. Souvent, il y a quand même des émissions, des débats qui sont organisés avec la presse étrangère. Ce qui se dit ici ce matin sur le plateau, c'est normal. Nous sommes des journalistes et on aurait bien aimé que notre chef de l'État soit vraiment souvent face à la presse nationale pour faire le point, un peu comme ça se fait dans une grande démocratie comme, je veux dire, les États-Unis, peut-être de façon trimestrielle ou semestrielle, que le chef de l'État vienne nous faire le point d'un certain nombre de décisions. Parce que souvent, nous supputons beaucoup sur un certain nombre de décisions. Et parfois, on veut avoir certaines informations. On va auprès de certaines autorités qui ne sont pas toujours ouvertes à vous donner certaines informations. Et lorsque le chef de l'État lui-même vient souvent à la rencontre de la presse nationale, ça permet d'avoir des éléments d'analyse assez pointus. Bon, je pense qu'il est décidé maintenant de se prononcer sur les faits marquants de l'actualité. Je pense que c'est heureux. C'est heureux surtout vu l'atmosphère qui prévaut actuellement par rapport au coup d'État où beaucoup de choses se disent. Ce serait quand même bien que le chef de l'État lui-même vienne nous parler. Vraiment, c'est vrai que le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus, nous a fait un point, mais ce serait quand même très intéressant, par exemple, que le chef de l'État revienne là-dessus et nous donne son opinion peut-être par rapport à la procédure à la procédure judiciaire qui est enclenchée en la matière. Ensuite, un dossier comme la révision de la Constitution. Et Moïse le relevait tout à l'heure, le chef de l'État avait dit qu'il n'allait pas mettre un coup sur l'accélérateur, que si ça ne marchait pas, il allait se replier. Mais on a vu qu'in fine, à quelques mois de son départ, la Constitution, n'est-ce pas, donc, a été révisée, déclarée conforme par la Cour constitutionnelle et ensuite promulguée par lui-même, le chef de l'État. Ce serait quand même bien qu'il parle quand même des réformes qui sont initiées dans cette nouvelle constitution-là, pour qu'on puisse maîtriser ou avoir des éléments sur ces réelles motivations. Ça va contribuer à quand même rassurer le peuple et rassurer les uns et les autres qui peut-être sont en train de voir sa main derrière pour revenir sous une autre forme après sa succession. Et je pense que les confrères qui seront là en face du chef de l'État auront quand même l'occasion de lui poser des questions assez pertinentes. Est-ce que c'est possible? Le texte est clair. Nul ne doit faire plus de 2 mandats au cours de sa vie. Oui, mais vous savez... il n'y a pas de polémique à ce niveau-là. Non, en vrai, le Béninois est suspicieux. Le Béninois est suspicieux. Et quand on voit même le timing, c'est à quelques mois de son départ que cette réforme-là est initiée. C'est vrai que le chef de l'État lui-même
a clairement dit qu'il ne va pas revenir, mais des gens continuent par croire que cette réforme-là... Est-ce que les tests le permettent? Non, le problème aujourd'hui du Béninois, ce n'est plus un problème de test. Le Béninois insinue. Et donc, ce serait quand même bien que le chef de l'État vienne pour rassurer encore la population que ces réformes-là ne seront pas pour lui une occasion de revenir par une autre Alors, manière. cette rencontre serait-elle défensive, pédagogique ou prospective, au vu des sujets à débattre? Non, je pense que cette rencontre-là va être, je veux dire, explicative. D'accord? Et Donc défensive. Non, oui, peut-être le chef de l'État pourra se défendre sur un certain nombre de sujets parce que les confrères qui seront là pourront quand même essayer de faire sortir sa langue. C'est qu'ils vont lui poser des questions qui vont l'amener à certainement se défendre, à certainement expliquer un certain nombre d'éléments. Et puis, à également faire de la prospection ou de la projection, si vous voulez, parce que l'État étant une continuité. Justement, et puisque ça va, j'estime que ça va être peut-être une dernière fois que le chef de l'État, comme ça, puisque en 10 ans, ce format-là, on en a eu deux ou trois au maximum, je crois. Peut-être que ça va être la dernière fois. Donc, ce serait quand même une occasion véritable pour le chef de l'État de véritablement se vider, de parler à cœur ouvert avec je veux dire, les confrères et pas ricocher avec la population béninoise dans son entièreté. Mais je voudrais revenir sur un élément par rapport à la promulgation, à la promulgation de la Constitution. Je veux dire que, vous savez, la Constitution, depuis 1990, a été considérée, je ne sais pas, comme un livre sacré chez nous au Bénin. Et dès qu'un chef d'État prend l'initiative de la toucher, ça a suscité un certain nombre de polémiques. Et puis les chefs de l'État, à l'époque, ont dû rebrousser chemin, ont dû avorter l'initiative. Mais on a vu que sous le président Patrice Talon, ce mythe-là a été brisé. On a touché déjà 2 fois. En 2019 et puis en 2025, on a donc touché 2 fois à la Constitution. Et je veux dire que 2 fois en 10 ans, ce n'est pas trop, mais il faudrait qu'on prenne également garde à ce que ce ne soit pas un cahier qu'on ouvre tous les jours et dans lequel on revoit quand même les choses, parce que la Constitution, c'est quand même le pilier sur lequel notre État est assis. Et donc que ça ne donne pas ce tapetis-là aux politiciens à vouloir tout le temps toucher à la Constitution à tout va. Ça peut contribuer à la fragilisation, n'est-ce pas, donc, de notre État de droit. Alors, Moïse, au vu des différents sujets que pourrait aborder le chef de l'État au palais de la Marina face à la presse nationale ce matin, est-ce que cette rencontre serait défensive ou prospective ou encore pédagogique? Je pense que le chef de l'État, il fait, pour ce qu'on a l'habitude d'observer, il fait beaucoup plus dans la pédagogie en général. Et donc, je m'attends à ce que ce soit une rencontre beaucoup plus dans ce sens-là. Et défensive, ça dépendra des questions. Il faudrait également que les confrères soient très inspirés pour poser les questions, les vraies questions, les questions qui vont permettre à sortir le chef de l'État de sa réserve et qu'il puisse davantage s'exprimer, surtout sur les aspects qui pourraient peut-être le perturber, c'est-à-dire pas le perturber en tant que personne. On le sait, le chef de l'État, c'est un communicateur dans l'âme, il sait très bien le faire. Mais il faut peut-être aller le chercher dans ses retranchements, que certaines questions le poussent à dire plus qu'il ne voudrait peut-être dire. C'est peut-être dans ce sens que on peut peut-être voir l'aspect être sur la défensive. Sinon, il n'y a pas de matière aujourd'hui à être sur la défensive. Il y a
a matière surtout à expliquer, à se faire comprendre. Parce que beaucoup de compatriotes ont des interrogations. Nous sommes nombreux en tant que citoyens et à vouloir comprendre certaines choses, le pourquoi des choses, le pourquoi de certaines choses, la façon dont certaines choses ont été faites. Ne serait-ce que par rapport à la question de la révision de la Constitution uniquement. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, là, on a déjà reçu sur ce plateau, par exemple, des personnes qui ont suggéré, par exemple, qu'il y ait, avant qu'on aille à ce niveau, à cette question de révision, qu'il y ait assises nationales, entre autres. Et la CEDEAO également, je pense, à travers un communiqué issu des derniers travaux, a également fait une proposition dans ce sens. Peut-être que le chef de l'État serait amené peut-être à dire pourquoi il n'a pas opté pour un dialogue, pour ce cas de figure, ou peut-être qu'il va dire également... Le FAL exigeait la dernière fois qu'on a reçu un spécialiste sur le plateau. Voilà, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, évidemment. Et donc, ou peut-être le chef de l'État va nous faire la surprise également d'annoncer qu'il entend faire quelque chose dans ce sens-là. Vous imaginez, en 2000... non, ça ne va pas être une première fois. Et je pense le chef de l'État, on a déjà quand même eu une fois de dialogue au regard de tout ce qui s'était passé en 2019. Le chef de l'État avait donné d'ouverture, après les législatives, bien sûr, de 2019, les contestations et les allures que cela avait. Le chef de l'État avait donné un peu d'ouverture pour qu'il puisse y avoir une certaine concertation. Et donc, il y a déjà eu quelque chose sous cette forme-là. Et donc, peut-être on peut rééditer. On peut reprendre le modèle et voir à quoi cela va ressembler, si ça va peut-être calmer un certain nombre, la minorité ou la franche partie de la population qui a envie qu'effectivement on puisse s'asseoir avec peut-être la personne du chef de l'État, avec d'autres compatriotes également pour pouvoir débattre, discuter du contenu. Mais le texte est déjà là, le texte est déjà voté, le texte est déjà validé par la Cour constitutionnelle, le texte est déjà promulgué par la personne du chef de l'État. Donc il s'agit de beaucoup plus de pédagogie pour qu'on puisse comprendre les tenants, les aboutissants de certains choix et de pourquoi le chef de l'État a validé ces choix-là que les députés ont eu à faire à l'Assemblée nationale. Je pense que cela s'est imposé à lui. C'est 90 députés, si je ne me trompe pas, qui ont donné caution à cette... à cette révision-là. Et donc, le chef de l'État, cela s'est imposé à lui, c'est 90 représentants du peuple quand même. Donc, quelle que soit votre volonté personnelle, quand vous avez ce pourcentage-là, c'est sur 109 quand même députés à l'Assemblée nationale, si 90 personnes disent « nous voulons », vous voyez que vous avez du mal. En bon démocrate, si vous avez envie de faire les choses comme cela se doit, vous avez du mal à ne pas aller dans ce sens-là. Et donc, peut-être le chef de l'État va certainement justifier, il va s'expliquer. Alors Stéphane, je voudrais compléter un élément pour dire que après la promulgation, le chef de l'État et tous les partis qui soutiennent son action d'ailleurs ont l'obligation de communiquer. De communiquer parce que, vous savez, la loi est promulguée. Il faut maintenant la mettre en œuvre. Et la mise en œuvre nécessite l'implication d'un certain nombre d'acteurs. Tout à fait. Et si les acteurs ne sont pas consentants, cela compromet l'application. Par exemple, quand on prend le Sénat, on a dit qu'il y aura les anciens présidents. Je suppose que l'ancien président Thomas Boni, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il l'a fait déjà savoir. Il n'intègre pas. Je suppose que le président Nicéphore Dieudonné Soglo n'est pas d'accord. Je suppose qu'il n'est pas d'accord. Il n'intègre pas. Voyez-vous, ça pose déjà un problème. Donc, je me dis qu'il y a forcément nécessité de susciter une sorte d'adhésion autour de cette réforme-là, parce que le droit aurait servi toutes ces tournées de sensibilisation sur le contenu de la Constitution et de cette réforme. Oui, cette tournée-là est indispensable, puisque nous étions en train d'ailleurs même de dénoncer ici qu'il aurait fallu qu'en amont de cette initiative, on échange. Tout à fait. Et puisque cela n'a pas été fait, ce serait quand même normal qu'on aille vers les populations, qu'on les sensibilise pour leur expliquer le fond et la portée de cette réforme-là qui a été initiée. Parce que qu'on le veuille ou pas, le droit ne s'applique pas aux animaux.
Ça s'applique aux humains. Aux hommes. Et donc, il faut pouvoir que les hommes comprennent ce pourquoi vous avez initié. Et donc, c'est fondamental que les populations comprennent que les acteurs politiques également soient impliqués et que les uns et les autres puissent transcender leur ego, leur divergence. Parce que s'il n'y a pas compréhension au niveau des acteurs politiques, voyez-vous, ça va nous conduire dans une sorte, je veux dire, d'impasse. Et je disais tantôt que le droit ne règle pas tout. Lorsque vous faites les choses avec le droit, il faut utiliser parfois les couloirs politiques parce que c'est vraiment important. Si vous négligez les aspects politiques, ça peut rattraper l'ensemble de tous les acteurs et ça peut dégénérer. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, le chef de l'État, puisque d'ailleurs il est en fin de mandat, il doit pouvoir s'inscrire dans une démarche pédagogique d'explication. Voilà. Nous sommes d'accord, débat pédagogique d'explication pour que les uns et les autres puissent adhérer. Vous savez, dans sa dernière sortie, il a montré que c'est l'ancien, n'est-ce pas, donc chef de l'État qui avait tendance à le freiner dans ses élans de main tendue, etc. Donc aujourd'hui, ils doivent s'asseoir parce que qu'il s'agisse du parti, les démocrates, ou qu'il s'agisse des partis de la majorité présidentielle, c'est des deux hommes qu'il s'agit. Du président Patrice Talon et de l'ancien président Thomas Boni Yahi. Donc, il va falloir que les deux, là, d'une manière ou d'une autre, puissent trouver la solution nécessaire pour que, après la promulgation de de ce projet de révision de la Constitution-là, qu'on ne soit plus, qu'on n'assiste plus, je veux dire, à d'autres scénarios qui vont encore susciter d'autres polémiques inutiles à notre pays, surtout qu'on est dans un climat déjà un peu J'allais tendu. vous poser la question à vous, Stéphane, mais vous avez tellement pris du temps pour développer votre idée que Donc, je me retourne. Moïse est généreux. Hein? Que je me retourne vers Moïse. Est-ce que cette rencontre avec la presse nationale aura un impact sur la fin du mandat du président Patrice Talon? Si oui, lesquels? Non, je n'arrive pas à percevoir directement comme cela les impacts dans quel terme. Peut-être ça pourra influencer. Voilà, ça va peut-être peser dans la façon de la majorité, bien sûr, des Béninois de percevoir certaines actions du chef de l'État. Et donc, peut-être, si on évalue ça sous cet angle-là, en termes d'impact, je suis d'accord. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a eu des choix qui ont été effectués, qu'il y a certaines actions qui ont été menées. Et donc, le chef de l'État va avoir l'occasion de donner plus de détails, plus d'informations, plus de contenu par rapport à ces choix-là qui ont été effectués. Évidemment, forcément, ça va avoir son impact, ça va avoir son effet. Certaines personnes pourront se satisfaire, pourront trouver satisfaction dans les interrogations qui étaient restées sans suite, qui étaient restées sans réponse. Comme d'autres personnes, peut-être s'ils n'étaient pas satisfaits, ils vont peut-être avoir également l'occasion de comprendre pourquoi ils ne pourront pas, peut-être ils ne pourront plus être satisfaits. Mais je pense que oui, en termes d'impact, oui. Ça va porter en termes d'impact par rapport à son action en tant que dirigeant pendant 10 ans. Mais ça va avoir également d'impact parce que nous sommes dans un processus électoral. Et n'oubliez pas, il y a plusieurs acteurs, il y a au moins 2 principaux partis politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle, donc de sa gouvernance. Et donc, ça va peser forcément, évidemment, dans également la campagne qui est déjà en cours, même si ce n'est pas encore officiellement déclaré, on est en période de pré-campagne, qui va certainement donner de l'eau au moulin de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois pour les acteurs qui sont en phase avec sa gouvernance, ils vont avoir des éléments d'argumentation, plus d'informations pour pouvoir convaincre les populations, mais également l'opposition politique également pourrait avoir de matière à rebondir, c'est-à-dire revenir sur certains aspects des sujets évoqués et des angles dans lesquels ces sujets-là évidemment auraient été évoqués. Oui, cela va forcément avoir un impact, mais s'il faut évaluer en termes d'impact positif ou d'impact négatif, je pense qu'il va avoir plus d'impact positif parce que nous l'avions suffisamment répété, le chef de l'État ne parle pas beaucoup. Il s'exprime généralement quand il sent
qu'il sent le besoin, quand il pense qu'il faut s'exprimer. Il a rompu avec une certaine tradition qui voulait que le chef de l'État soit au devant des faits, de l'actualité au quotidien. C'est-à-dire, à une certaine époque, par exemple, on était habitué pour faire les marchés qu'on a vus là, il fallait lancer les pierres. Le chef de l'État avait été parfois sur place. Ce n'est pas que c'est mauvais, hein, mais c'est que la façon de faire du chef de l'État actuel a tranché avec cette pratique, par exemple. Et donc, les compatriotes n'ont pas eu l'occasion de beaucoup voir le président Patrice Talon à la fois sur le terrain, mais également dans les médias, dans les opinions. Et donc, ces genres d'occasions-là, forcément, laissent des impacts. Ça permet à ce que le président de la République puisse communier avec son peuple, se justifier, s'exprimer, et que les uns et les autres puissent voir leurs doutes se dissiper. Et donc, en termes de retombées, d'impact, moi, je penche d'avance avant qu'on ne puisse voir le contenu après l'activité cet après-midi. On va certainement s'attendre à ce que l'impact soit positif en général. La même question pour vous, Stéphane. Est-ce que vous pouvez me la reposer? Les impacts que cette rencontre pourrait avoir. Oui, les impacts de cette rencontre, je pense que Moïse est revenu sur l'essentiel des impacts, mais pour moi, le premier impact, c'est déjà de dissiper tout doute. Donc c'est une forme de communication qui va permettre, qui va rassurer les populations qui avaient un certain nombre de suspicions, de doutes, et par rapport à un certain nombre de sujets comme la révision de la Constitution, comme les coups d'État, le coup d'État je veux dire. Donc ça va rassurer. Donc c'est déjà une forme de communication. Ensuite, je pense que si le chef de l'État dans sa sortie reste pédagogique et reste, je veux dire, rassembleur, aborde un certain nombre de sujets dans un esprit de consensus, je pense que ça peut rassurer également les acteurs politiques. Ça peut contribuer à décrisper l'ambiance politique qui prévaut actuellement dans le pays. Donc, je veux dire que pour mesurer l'impact, il faut vraiment attendre et voir ce qui sera dit fondamentalement par le chef de l'État. Et c'est après ça qu'on va voir si son discours va être un discours qui est impactant, aussi bien sur la population que sur les acteurs politiques et même sur ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, donc, son action. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, ce n'est pas forcément tous ceux qui soutiennent le chef de l'État qui comprennent bien tout ce qui se passe. Ils ont aussi besoin d'informations, ils ont aussi besoin que le chef de l'État aussi sorte et qu'il parle. Donc, tout le monde attend cette sortie du chef de l'État. Ma dernière question sur ce sujet, quel héritage politique le président Patrice Talon semble-t-il vouloir laisser au peuple béninois? En quelques mots. Voilà, c'est une question qui peut faire l'objet d'une thèse et répondre en quelques mots. L'héritage... Ce ne serait pas en quelques mots. Ça ne peut pas être en quelques mots, mais franchement, ça va être quand même... Ça va laisser quand même le passage du président Patrice Talon à la tête du pays en tant que chef de l'État, en tant que président de la République. Il n'y a pas de doute. Et tous les Béninois sont en mesure, quelles que soient les postures, quelles que soient les positions, quelles que soient les opinions, etc. Je pense que tous les Béninois qui sont capables de jugeote, qui sont capables de compréhension et qui sont en train de vivre cette époque activement, ne pourront jamais oublier le passage d'un personnage comme Patrice Talon à la tête du pays. Déjà être chef d'État, c'est déjà très grand. C'est difficile d'oublier le passage des chefs d'État, mais le passage d'un chef d'État comme la personne du président Patrice Talon, la réforme du système partisan fait partie de l'une des actions majeures qui a été surtout une action de courage, de dextérité, d'audace que le chef de l'État a pu exécuter, a pu prendre. Et je pense que ça a laissé son impact et qu'on ne peut jamais oublier ce que la touche
qu'il a pu apporter à la manière dont le débat politique a toujours été conduit dans notre pays, la manière dont les partis politiques ont toujours fonctionné. Vous imaginez, nous sommes dans une période électorale et on annonce 3 grandes échéances électorales quand même, les élections communales, les élections législatives et l'élection présidentielle pour 2026, mais que les acteurs politiques ne semblent pas en divagation comme on avait l'habitude de l'observer. Par le passé, ce serait le mercato comme on avait l'habitude de le dire dans les commentaires et les analyses dans la presse. Et vous allez entendre X, le personnage X est en train de quitter tel parti politique pour rejoindre telle autre formation politique. L'autre acteur est en train de se fondre. En fait, ceux-ci sont en train de créer un mouvement. Et jusqu'à la veille de l'élection, vous avez encore des acteurs. On a souffert de ce désordre-là, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut même mettre cela entre guillemets, de cette inconstance-là des acteurs qui ont animé la vie politique et surtout de la non-application des tests. Aujourd'hui, les tests en matière de fonctionnement des partis politiques sont respectés. Et quand on a passé beaucoup de temps à parler de beaucoup de partis politiques au Bénin, et c'est parce qu'on ne respectait pas essentiellement les tests, parce que ce n'est pas nouveau, par exemple, qu'un parti politique qui a été incapable d'enlever des mandats, de se présenter à 2 échéances électorales successivement, disparaisse. Ce n'est pas nouveau, par exemple, cela existait dans notre corpus, dans notre arsenal législatif, mais cela n'avait jamais été appliqué, ça n'avait jamais été respecté, par exemple. Et ça, ce qui a laissé le temps à un fourre-tout, c'est-à-dire des partis politiques qui sont nés dans des sacs, et qui sont nés dans des chambres, qui sont nés dans des quartiers, qui sont nés dans des ruelles, ont toujours existé, ont toujours fait du bruit, et pour en réalité ne pas avoir de militants, ne pas apporter de l'impact en tant que tel dans le débat. Donc voilà, je vous avais dit que en quelques mots que ça allait, c'est carrément le sujet d'une émission de 3 heures. Et donc on peut peut-être revenir de long en large sur l'héritage politique, mais je pense que l'héritage politique, ça saute déjà aux yeux quand même. Les partis politiques et les acteurs affichent un peu plus de discipline, un peu plus de rigueur dans le fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est ici sur le plateau ou ailleurs, quelqu'un dire il n'y a jamais eu de parti politique qui soit allé à la Sénat et ne pas prendre part à une élection, par exemple, et qu'on trouvait forcément une formule, un moyen que le parti politique qui a pu déjà se présenter dans l'enceinte de la Sénat puisse aller à une élection. Et vous voyez, ça dit que le français qu'on a parlé là, trouver un moyen pour que le parti politique puisse partir, ce qu'on appelait consensus, on a galvaudé le terme consensus et on outrepassait les tests, les lois, on ne respectait pas les lois, donc on faisait du copinage jusqu'à ce niveau-là pour des personnes qui iront représenter la nation, qui vont prendre des décisions au nom de la nation, c'est-à-dire tricher avec les tests jusqu'à ce niveau-là. Ouais, c'est suffisamment grave. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quel que soit ce que vous représentez sur l'échiquier, quelle que soit la capacité que vous avez de critiquer, d'attaquer, d'injurier, de pourfendre, si vous n'arrivez pas à respecter les tests, vous n'allez pas pouvoir prendre part aux élections. N'en déplaise à ceux aux détracteurs ou pas, c'est-à-dire que c'est les tests et rien que les tests. Vous avez mis plus de temps qu'il faut. Oui, Stéphane, oui. J'espère que vous allez relever le défi en quelques mots. En quelques mots, je ne sais pas si je vais relever le défi de ces quelques mots, mais je pense que l'héritage politique de Patrice Talon, c'est déjà la réforme du système partisan. Fondamentalement, Moïse a tellement décortiqué que je ne voudrais pas trop revenir sur ça. La réforme du système partisan qui a aujourd'hui clarifié les choses. Et on connaît aujourd'hui ce qu'on peut appeler vraiment par parti politique. Et les petits partis politiques eux-mêmes aujourd'hui se sentent obligés de se fondre dans les grands partis. Et c'est déjà vraiment la clarification du paysage politique sur le plan national. Je pense que c'est quand même fondamental. Il y a également l'assainissement et le fonctionnement des partis politiques. Et tout ça, je pense que c'est à l'actif du chef de l'État. Aujourd'hui, vous voyez comment les partis politiques fonctionnent. Ce n'est plus comme avant. Et je pense que c'est quand même très, très important. Il y a également les réformes, les réformes constitutionnelles, n'est-ce pas, donc, que nous avons aujourd'hui.
qui sont quand même qui représentent aujourd'hui un héritage politique majeur sur lequel doit s'appuyer ceux qui vont venir gouverner ce pays. Et l'autre chose que je voulais préciser fondamentalement, en termes d'héritage politique, c'est les nominations. Vous voyez, les nominations aujourd'hui tiennent quand même, on va dire qu'il y a des récompenses dedans, on voit des récompenses, mais ça tient quand même d'un certain nombre de compétences. Et je trouve que c'est quand même important. C'est quand même important. On a vu des acteurs politiques se plaindre de ce que le chef de l'État ne fait pas assez leur promotion. Et il faut préciser des nominations politiques qui tiennent quand même compte avant tout des compétences. Voilà, c'est très important. Donc je pense que c'est quand même un héritage politique majeur. Et maintenant, il y a l'autre aspect qu'on ne peut pas ne pas évoquer, qui, pour ma part, voyez-vous, on va dire que, qu'on le veuille ou pas, on va dire que c'est quand même sous le président Patrice Talon qu'il y a des exilés politiques. Vous voyez qu'il y a des politiciens qui sont en prison. Et ça aussi, ça fait peut-être partie des choses qui viennent quand même mettre un peu des bémols sur ce que le président Patrice Talon a dû faire au plan politique. Mais je pense que c'est des aspects sur lesquels les politiciens peuvent se retrouver et parler et améliorer. Et on va donc espérer que ces aspects-là qui sont venus comme de petites taches noires au niveau de l'héritage politique du chef de l'État, que cela sera véritablement pris en compte pour que, à la faveur d'un dialogue, d'une rencontre franche, les politiciens ou les acteurs politiques puissent se parler et aller vraiment de l'avant, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est de la vitalité et de l'équilibre de notre, Merci, de notre démocratie. Stéphane, vous n'avez pas pu réussir. Deux mots quand même. Vous voyez, maintenant, vous voulez deux mots sérieusement. Stéphane est revenu sur un aspect très important. Effectivement, il y a eu de recul démocratique sous le président Patrice Talon. On ne peut pas le nier. Mais il y a eu de recul démocratique par rapport à ce qu'on avait comme conception de la démocratie. Il ne faut pas l'oublier. La façon dont on avait compris, la façon dont on avait déroulé notre forme de démocratie, il y a eu de recul par rapport à ça. Et donc, effectivement, il y a eu de recul démocratique. Ça, il ne faut pas le nier. Mais le recul qu'il y a eu, c'est par rapport à la conception que les Béninois avaient, par rapport à ce que les acteurs politiques qui animaient la vie publique avaient l'habitude de faire. Parce que c'est le contenu que nous avons finalement donné à notre démocratie, qui est ce qu'on a déroulé jusque-là. Donc, il y a eu de recul par rapport à certaines de nos pratiques. On peut peut-être revenir et faire le débat. Est-ce que c'était de bonnes pratiques? Est-ce que c'était de mauvaises pratiques? On peut faire le débat. Nous allons peut-être revenir sur le sujet comme vous le demandez sur ce plateau, Moïse. En attendant, nous allons poursuivre avec le second sujet retenu pour ce matin. Alors, restrictions sur les visas vers les États-Unis, le Bénin concerné par les nouvelles mesures. Stéphane. Oui, merci Carole. Je pense que, évidemment, les États-Unis, n'est-ce pas, donc, d'Amérique ont enclenché depuis quelques mois une procédure de filtrage. Tout à fait. Une procédure de filtrage. De qui entre désormais sur son territoire. Et cette mesure va rentrer en vigueur, je crois, à partir du 1er janvier 2026. Il y a des pays qui ont été suspendus. Voilà, systématiquement. Les pays de l'AES plus précisément. Voilà, ils ont été suspendus. Mais pour le cas du Bénin, c'est une restriction par rapport à un certain nombre de visas. Comme 14 autres pays. Oui, comme 14 autres pays d'ailleurs. Et je trouve que ce que l'administration Trump est en train véritablement de reprocher, c'est, je veux dire, qu'il n'y a pas vraiment de mesures fiables de contrôle de certain nombre d'informations. Et je pense que les autorités à divers niveaux de notre pays doivent quand même prendre cela en compte pour que nous puissions trouver rapidement une solution à ça, négocier à travers les couloirs, je veux dire, des diplomatiques. Mais je crois que le Bénin a quand même fait un certain nombre d'efforts. Peut-être qu'il y a des compatriotes qui ont des pratiques qui forcément n'ont pas notre pays. Peut-être vous demandez un visa pour études, vous demandez un visa pour tourisme, vous allez là-bas,
votre séjour expire, vous décidez de ne pas rentrer de vous-même. Voilà autant de comportements, autant de pratiques qui aujourd'hui mettent le Bénin en difficulté. Et donc, il va falloir revoir tout ça. Moïse, restriction sur les visas vers les États-Unis, le Bénin concerné. Oui, je vais même commencer par faire observer que aujourd'hui c'est le 18 décembre et cette journée est consacrée par les Nations Unies aux migrants. Donc c'est la journée internationale des migrants aujourd'hui. Et donc cela cadre, vous voyez, ce sujet-là cadre évidemment avec l'actualité. Nous sommes dans le contexte et le thème de cette année, c'est ma grande histoire, culture et développement. C'est la DG et la directrice générale de l'Organisation internationale de la migration, Madame Amy Pope, qui a délivré ce message-là. Et elle a surtout mis au cœur de son développement la question de la solidarité, de la fraternité. Et donc, elle a souhaité que les communautés, les peuples puissent se solidariser avec les migrants, les acteurs qui sont engagés, qui sont concernés. Et vous savez, les questions de migration sont nées avec la naissance du monde. Les humains ont toujours bougé. Et en tant que secrétaire général de l'association des migrations, des journalistes en migration et développement du Bénin, nous avons également délivré un message dans ce sens-là. Je profite pour saluer le président Antonin Humbadji, qui est le signataire d'un tel message, et rappeler également que nous avons commencé par observer depuis un certain nombre de mois. Ce n'est pas seulement maintenant qu'une telle note est sortie que peut-être les compatriotes vont dire qu'ils sont en train de l'apprendre ou bien de le découvrir. L'ambassade des États-Unis ici à Cotonou et le ministère des Affaires étrangères ici également au Bénin, et depuis quelques mois déjà, ont déjà commencé par communiquer, par sensibiliser. Nous avons quelquefois relayé ces activités-là dans nos activités de terrain, dans les médias, et pour sensibiliser les compatriotes béninois sur les risques qu'ils courent à ne pas respecter, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les législations américaines en termes de mobilité humaine, en termes de migration, en termes de séjour aux États-Unis, en termes de demande de visa. Vous savez, il y a certains compatriotes qui, par exemple, ont sollicité des visas pour aller étudier. Et donc, on leur a accordé des visas pour aller étudier pendant 1 an, pendant 2 ans. Et au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils sont toujours sur le territoire américain. Ça, par exemple, c'est considéré comme une fraude. Et dès que le président Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a quand même donné le ton de ce qu'il n'a pas l'intention de laisser de telles pratiques perdurer. Et il a été très très dur avec certains pays de l'Amérique latine et également sur le continent africain, même juste autour de nous. Et Stéphane, il faisait bien de le rappeler tout à l'heure, les pays par exemple comme le Niger, les pays de l'AES, essentiellement le Mali, le Burkina Faso, et entre autres, pour ne pas parler également de la Somalie, quand on va encore un peu plus loin de nous, à l'intérieur du continent, ont été vus carrément suspendus. C'est-à-dire que les restrictions ont été davantage corsées parce que les autorités américaines disent qu'ils veulent avoir l'assurance que celui qui est le demandeur de visa, d'abord il est conséquent, et ensuite il veut comprendre effectivement quelles sont ses motivations, voilà, quelles sont ses réelles motivations. Ils veulent détenir les informations. Vous voyez, il y a des pays qui n'ont pas, par exemple, d'arsenal de déclaration de naissance convenable, par exemple. Et donc, les autorités américaines disent qu'ils ne peuvent pas continuer par accepter sur leur sol, avec tout ce qu'il y a comme menace à la sécurité, les faits terroristes et autres, des citoyens ou bien des personnes, des migrants qui ne sont pas en règle vis-à-vis d'abord de leur pays et après qui ne pourront pas être en règle vis-à-vis de la législation américaine. Donc, pour ce qui concerne le Bénin, c'est essentiellement ce qui nous est reproché. Beaucoup de compatriotes partent pour des raisons et avancent des motifs qui ne sont pas, en fin de compte, les vraies raisons pour lesquelles ils sont en mobilité et ils vont aux États-Unis. Et donc les Américains ne sont pas, les autorités américaines ne sont pas d'accord avec cela. Il faut qu'il y ait plus de transparence et que les gens puissent respecter
les clauses, les motifs, les raisons pour lesquelles on leur attribue les visas. Le ministère des Affaires étrangères, à travers la personne du ministre Bakari Olusegun, en personne a communiqué sur ce sujet-là, en personne. Et je le rappelais encore tout à l'heure, l'ambassade sur ses canaux digitaux et à travers même des activités en ligne, a suffisamment relayé des spots, des communications sur le sujet. Et donc, je pense que c'est essentiellement ce qui est reproché aux Béninois et dans cette situation-là. Donc, on a une forte communauté de compatriotes qui se retrouvent en situation irrégulière. Aux États-Unis et cela ne plaît pas aux autorités américaines. Et il faut que les compatriotes puissent comprendre que, effectivement, la mobilité, c'est pour tout le monde. Nous avons le droit d'aller et de venir. Mais il y a des règles. Sans les règles, les uns et les autres ne sont pas en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde a envie de mettre un peu de bémol, de mettre un peu de restrictions pour qu'on puisse filtrer un tout petit peu, qu'on puisse comprendre. Vous avez vu les questions, les actes de fusillade qui arrivent dans les écoles. On en a souvent les échos dans les écoles aux États-Unis. Récemment, il y a du personnel militaire de sécurité, même de la Maison-Blanche, qui avait été ciblé par des tirs dans le périmètre de la Maison-Blanche. Vous voyez, c'est des ressortissants parfois, les responsables, les coupables de ces actes-là, ce sont des ressortissants des pays, des gens qui sont venus d'ailleurs, c'est des migrants qui sont en séjour sur le territoire américain, qui commettent ces forfaits-là. Et ça ne plaît pas aux autorités. Alors que doit faire le ministère des Affaires étrangères? Ce qu'il faut faire, le ministère a déjà commencé par faire son travail, sensibiliser, communiquer, mais il y a de la responsabilité de nous tous également. Et nous, on est en train de faire ce qu'on doit faire ici ce matin, nous sommes en train d'en parler. On pense que les compatriotes sont en train de nous écouter, les parents qui envoient leurs enfants aux États-Unis sont en train de nous suivre, les enfants et les jeunes également qui ont envie d'aller aux États-Unis et donc qui sont en train de faire peut-être des démarches en ce moment pour obtenir de visa, sont en train de nous écouter, sont en train de nous suivre. Ils doivent savoir qu'il y a des clauses, il y a des conditions pour pouvoir obtenir les visas, il y a des conditions à respecter après avoir obtenu les visas, il y a des conditions à respecter quand on arrive sur le sol américain et surtout, il faut savoir que si vous avez le droit, l'autorisation de séjourner sur le territoire, pendant 5 ans, au bout des 5 ans, vous devez pouvoir finir ce que vous êtes venu faire et retourner chez vous. Ou alors, si vous devez continuer par séjourner, alors vous régularisez votre situation. C'est ce qui est surtout reproché aux Béninois dans cette histoire. Ça. Parce que nous, on a beaucoup travaillé, on a quelquefois travaillé sur le sujet quand même, avec les partenaires qui sont sur la place ici au pays. Et c'est le sujet qui est souvent revenu. Ça. Beaucoup de Béninois sont partis aux États-Unis et ils doivent faire quelques mois, quelques années simplement, mais ils sont là depuis peut-être au-delà de 10 ans. Vous voyez, et les autres ne savent plus, est-ce qu'ils sont réellement là ou est-ce qu'ils sont partis? S'ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous savez, ce n'est pas des pays qui sont en vrac. Les États-Unis, ils ont quand même un certain nombre de dispositions, ils ont une certaine façon de fonctionner qui n'autorise pas que les gens soient dans la clandestinité chez eux et qu'ils ne puissent pas savoir qui fait quoi, où. Ouais, non, c'est très délicat. Ils veulent surtout éviter que les événements comme le 11 septembre 2001 se reproduisent encore sur le sol. Et donc, c'est des raisons, par exemple, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Et donc, les uns et les autres doivent prendre la mesure de la réalité. Et ce n'est pas seulement en direction des États-Unis, en direction de tout ce qu'il y a comme autres pays. Même autour de nous, oui, il y a des pays sur le continent africain où vous ne pouvez pas séjourner si vous n'avez pas des titres de séjour. Et donc, il faut régulariser. Si vous ne vous mettez pas en règle, vous allez penser qu'on est en train de vous persécuter. Mais en réalité, c'est que vous êtes en déphasage avec les tests, la législation de ces pays-là. Donc, il faut se mettre à jour. Merci. Je veux juste compléter un élément. C'est important. Je veux juste compléter un élément. Je veux juste compléter un élément pour dire que au-delà de la sensibilisation, au-delà de la sensibilisation et de l'éducation, il y a également un autre aspect. Pourquoi les gens décident, même en situation irrégulière, de rester dans un pays d'autrui? Justement. Et ça c'est un débat qu'il faut faire parce que souvent, il y a des compatriotes qui sont en situation régulière et qui ne vivent pas forcément des situations très heureuses, mais qui s'accrochent. Et tout ça, quand on observe ces choses-là, les gens là-bas, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, il n'y a pas de problème. C'est toujours mieux. Il n'y a pas de problème, mais il y a l'autre chose qui dit, l'autre adage qui dit qu'on est mieux que chez soi. Et je pense que quand vous voulez rester dans un pays... Mais quand on n'a pas les moyens, voilà, on n'a pas d'emploi,
est-ce que c'est il faut respecter chez soi, l'immigration. L'immigration répond dans la pauvreté. Je veux respecter. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord que l'immigration répond à des normes, à des règles. Si vous ne respectez pas ces règles, vous mettez votre pays en difficulté. Donc, lorsque vous êtes on est face à cette situation aujourd'hui. Et voilà que le pays, le Bénin, est cité parmi les pays qui sont atteints à un certain nombre de restrictions par rapport peut-être à un certain nombre de comportements déviants, par rapport au système de renseignement que les gens ont mis en place. Ils ont constaté qu'il y a forcément des Béninois qui sont fichiers, etc. Donc, il faut pouvoir que les compatriotes puissent vraiment trouver des moyens pour respecter les règles et les normes de l'immigration, pour ne pas, n'est-ce pas, donc mettre... Mais dans le même temps, je vous comprends, il faudrait que les gouvernants puissent retenir la jeunesse béninoise au pays. C'est ce que vous justement, voulez dire. Voilà, c'est ce qui m'amène à vouloir réagir rapidement. C'est l'emploi, c'est le mieux-être. C'est ce qui m'amène à vouloir réagir rapidement. Il n'y aura pas une aisance dans le pays, mais souffrez que celui qui a envie d'aller se chercher parte en aventure, se cherche. Je ne condamne pas le fait de sortir du pays. Je dis que quand vous voulez sortir, que vous voulez aller dans un pays d'autrui, et que vous estimez que dans votre pays, il n'y a pas mieux à avoir, et que vous voulez aller dans un pays d'autrui, respectez les règles. Justement, respecter les règles. C'est le moment d'interpeller nos autorités à prendre en compte les causes réelles de cette réalité. Oui, ça c'est un autre débat qu'on peut faire. Voilà, c'est pourquoi je brûle d'envie en fait je suis d'accord avec, je respecte, il a soulevé un aspect très important parce que pourquoi est-ce que les gens partent? C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Pourquoi est-ce que les Béninois, puisque nous sommes en train de parler du Bénin, pourquoi est-ce que les Béninois partent? Les Béninois partent pour les affaires. Les Béninois partent pour les études. Les Béninois partent pour des formations. Les Béninois partent pour des opportunités. Il y a forcément une raison que vous avez valable qui permet de vous donner le visa. Et ce qu'on demande, ce qu'on dit ici, c'est pas que les autorités américaines, les autorités européennes, entre autres, refusent le visa aux gens, interdisent l'arrivée aux gens. Parce que on fait beaucoup le débat. Et sous ces angles-là, sous ces vocables-là, on ne refuse pas. Si vous avez votre argent et que vous avez les raisons, les motivations claires aujourd'hui et que vous les avancez correctement, si vous respectez les règles, si vous respectez les règles, vous allez dans n'importe quelle ambassade, dans n'importe quelle représentation, vous voyagez tranquillement. Il y a on a des cas de citoyens africains, de citoyens béninois qui sont entre deux avions tout le temps. Mais quand on va là-bas, on voit qu'il y a mieux. Maintenant, le problème que les autres posent, justement, c'est le fait que vous ayez annoncé en amont une motivation, une raison, et que vous arriviez sur place pour faire autre chose. Et que les autres, surtout les autorités, n'aient pas la possibilité de suivre qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur leur territoire. Il n'y a pas une traçabilité. Et là, vous êtes en train de fermer le trou pour d'autres personnes qui ont des raisons plus valables, des raisons plus correctes, peut-être même des raisons de santé. Pour arriver, vous voyez les pays à qui on a refusé par exemple. N'oublions pas que parfois il y a de la mauvaise foi. Il y a des gens qui savent pertinemment que ce n'est pas pour ça qu'ils sont en train de partir. Et en amont, ils font des gymnastiques, ou bien ils font des formations. On évite exprès. C'est toujours des opportunités. On évite exprès d'aborder. Voilà, on évite ça. On évite exprès, moi personnellement j'évite exprès de l'aborder sous cet angle-là. C'est-à-dire que les uns et les autres, c'est plus facile de trouver les opportunités ailleurs. On se dit que c'est plus facile de trouver des opportunités ailleurs. Mais je pense que si nous sommes conséquents, si nous voulons être véritablement responsables... S'il y a des opportunités, il faut pouvoir les respecter dans la légalité. Si nous voulons la légalité. Mais si nous voulons être également responsables, nous devons pouvoir quand même réfléchir également chez nous. C'est vrai qu'il faut demander à nos États de faire tout pour maintenir les jeunes dans leur pays. C'est ce que je mets dans si nous voulons être responsables. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour nous tous. En tant qu'État, en tant que décideur, en tant que gouvernant et en tant que citoyen des pays également, il faut qu'on se montre responsable. Et gouvernant, c'est-à-dire réussir à créer les conditions pour que les jeunes puissent se dire qu'il y a des opportunités ici. En plus qu'on est heureux que chez soi. Donc si les jeunes ont des opportunités ici, ils ont intérêt à rester ici, ils n'ont aucun intérêt à partir et aller loin de chez eux, loin de leurs amis, loin de leur famille. Merci et donc peut-être créer les conditions pour que les uns et les autres puissent chercher à s'épanouir ici. On vous aura compris, les autorités à divers niveaux sont à l'écoute et suivent cette émission. Et je crois que les dispositions seront prises pour que cette situation puisse être réglée.